Bon, vous allez me dire, Riddler, il s'agirait de changer de rengaine. Je suis désolée, mais écoutez, c'est pas de ma faute si vous êtes tous mimi. Pardon. Je voulais encore une fois vous remercier parce que vos retours ont été vraiment très inspirants. Vous m'avez vraiment aidé à prendre cette décision, donc merci beaucoup. Du coup, écoutez, c'est chose faite. Merci beaucoup pour vos retours. Merci d'avoir confiance en moi et de me donner cette légitimité dont j'étais pas certaine finalement, donc merci beaucoup et je vais arrêter de m'étaler encore pendant 1000 ans et puis écoutez, on va commencer cette vidéo de suite. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le point lecture du mois de juillet. Pour tout vous avouer, juillet ça a été un gros mois de lecture pour moi. J'ai grave enchaîné. Je sais pas pourquoi j'étais dans cette frénésie de lecture. J'ai l'impression que je le suis encore, mais pour tout vous dire, petit aparté, mais actuellement je suis en train de lire Le Rouge et Noir de Stendhal. Et waouh, c'est vraiment le perso principal. Je peux pas, je l'aime pas du tout. Et j'ai beau avancer dans ma lecture, ça ne change pas. Donc là, j'ai dépassé la centaine de pages, il y en a 500 en tout. C'est en train de me faire redescendre dans ma frénésie de lecture alors que j'étais vraiment si bien partie. Écoutez, c'est pas grave, je me dis que c'est mieux reculer pour mieux sauter finalement. Mais voilà, Le Rouge et Noir me donne du fil à retordre. Et je le pensais pas du tout parce que je pense que vous l'avez constaté maintenant au vu de ce que je vous ai déjà dit si vous êtes assidu ici, mais les classiques c'est vraiment un genre que j'affectionne vraiment beaucoup et ça m'a jamais posé de problème. Donc là, je pense que c'est juste vraiment l'histoire qui ne me convient pas et le personnage qui ne me convient pas, donc autant vous dire que je tryhard. Parce que je me dis peut-être que dans les 400 pages qui va venir, j'espère et je souhaite très fort qu'il va y avoir une évolution du personnage, mais oh là là, c'est dur, hein. Bref, je suis en train de faire une revue pour un truc que je suis pas censée présenter de suite, donc je vais m'arrêter. Tout ça pour vous dire que en juillet, j'ai eu vraiment un bon mois de lecture. J'étais dedans et j'avais très envie de lire tout le temps. Donc je me suis juste écoutée finalement et j'ai lu autant que je pouvais. Donc sans plus attendre, on va commencer puisqu'il y en a quelques-uns malgré tout. Le premier tome que j'ai lu en juillet, c'était Blackwater, le 4e tome de Michael McDowell aux éditions Toussaint Louverture. Vous commencez à les connaître, je pense, que ce soit sur ma chaîne ou alors sur les autres chaînes. Vous les avez déjà vu passer au préalable. Bonsoir. Oh, si tôt. Au préalable. Je vais pas encore une fois vous résumer le Blackwater, je vais juste vous dire ce qu'il en est du 4e tome. Je sens que je suis de plus en plus happée dans l'histoire et je commence enfin à comprendre l'engouement qu'il y a tout autour de cette saga. On revient à ce que je vous disais quand je vous ai parlé de ma lecture du premier tome. Je pense que ce n'est pas les sagas. Bah non, justement. Je pense que ce n'est pas les tomes dissociés les uns des autres, mais plus la saga dans son entièreté que tout le monde a apprécié. Et c'est ce qui fait sa force finalement, le fait que la saga soit hyper bien construite, notamment grâce au format feuilleton, qui fait que tout s'enchaîne et c'est comme si on regardez un film de tome en tome. Forcément, l'histoire évolue, les enjeux deviennent de plus en plus importants et on est pris dedans, je pense qu'on le veuille ou non. Tout ça, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu déjà avec le tome précédent, donc le 3e tome de la saga, et c'est vraiment une sensation qui perdure avec la lecture de ce tome-ci. J'ai beaucoup aimé l'évolution des personnages, l'évolution aussi des enjeux qu'il y a dans le livre, et on sent que ça monte crescendo, mais on sait pas encore vers quoi, et je pense que c'est ça aussi qui nous happe, le fait de ne pas savoir et d'avoir envie de découvrir la suite. On veut savoir ce qui va leur arriver à tous, on veut savoir comment certaines informations vont être dévoilées et si elles vont l'être tout court d'ailleurs. Et tout ça fait que c'est hyper plaisant à lire puisque, alors c'est à titre personnel, mais je me laisse vraiment guider par l'histoire finalement et je me sens comme emportée, comme si j'étais sur, pour faire une petite métaphore, comme si j'étais sur une barque et que je me laissais guider en fait sur la Perdido avec l'histoire et je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer et je ne cherche pas à savoir ce qui va se passer non plus. Je ne cherche pas à résoudre les choses à outrance. Alors c'est une évidence que je cherche un minimum parce que j'ai envie de savoir et du coup je me dis ah mais peut-être que ça t'as dit ça, mais je cherche pas outre mesure non plus. Je suis pas à échafauder 1000 révélations et 1000 rebondissements pour savoir ce qui va se passer dans la finalité. Je me laisse vraiment guider par l'histoire et c'est hyper plaisant finalement. J'ai fait un livre et je suis en sudation extrême. Je suis désolée si vous voyez ma transmise de moustache, hein. Chacun ses petits failles, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. On enchaîne avec ma seconde lecture qui est Dans un rayon de soleil de Tilly Walden aux éditions Gallimard. On va suivre une jeune fille du nom de Mia qui va monter à bord d'un vaisseau pour un nouveau travail. Mais en fait, même si elle monte dans ce vaisseau et elle part vraiment dans l'univers, elle va quand même être rattachée à son passé et surtout à l'histoire d'amour qu'elle a tissée avec Grace quand elle était au lycée. Donc ça, c'est le pitch de base. Ce qui est fou, c'est qu'on s'attend pas du tout à évoluer dans un univers aussi onirique. Je vous avoue que moi, personnellement, ça m'a vraiment beaucoup surprise. L'univers, ou alors l'espace dans lequel tous les persos évoluent, c'est très vague et on n'a pas plus de précision que ça. On sait juste qu'il y a 3 territoires qui se distinguent les uns des autres, qui sont
potentiellement en guerre. On ne sait pas si les trois sont en guerre, s'il y en a 2 contre 1. On sait potentiellement qu'il y en a un qui est plus isolé que les autres et plus dangereux que les autres, mais c'est pas poussé outre mesure et du coup ça reste vraiment dans le flou, un flou artistique j'ai envie de vous dire. Et malgré tout ce flou et tout cet onirisme, on se rattache vraiment très fort à un sentiment qu'on connaît tous qui est l'amour. Et ce qui est rigolo, c'est que je pressentais que c'est ce qui m'intriguait dans cette histoire, qu'on était vraiment perdu aux confins de l'univers, mais qu'on se rattachait vraiment à un tout petit truc. Et alors, au sens pas propre, parce que l'amour c'est pas petit, hein, on est d'accord, mais juste on évolue dans un monde qui est complètement fantastique avec des choses qu'on ne penserait même pas, et le noyau de base, ça reste l'amour finalement. J'ai aimé que dans cette histoire, les hommes n'existent pas. Désolé les gars, c'est composé vraiment à 100% de femmes et même chose, je ne le savais pas. Et je vous avoue que ça m'a un peu surprise sur le moment, je me suis dit mais attendez mais manque une partie de la populace. Mais au final c'était pas si gênant que ça et je trouvais que ça restait cohérent malgré tout et c'était très chouette d'avoir un monde 100% féminin et c'était pas une question qui était soulevée non plus. On ne s'est jamais posé la question dans l'entièreté du livre pourquoi les hommes n'étaient plus là. C'est toujours une société matriarche mais par défaut du coup vu qu'il n'y a pas d'hommes et la société fonctionne très bien peu importe les territoires dans lesquels on est. Je trouve ça très chouette du coup puisque forcément ça implique un petit peu un parti pris féministe puisque on va voir des femmes gérer une société. Comment est-ce que la reproduction fonctionne? Qu'est-ce qui prévaut dans la société? Comment gérer la relation avec les autres? Tout ça c'est différent puisque c'est géré 100% par des femmes. Donc voilà, je trouvais que ça faisait un petit parti pris qui était dissimulé, qui était agréable. Et enfin j'ai vraiment adoré les dessins et la colorisation. La colorisation? C'est comme ça qu'on dit? J'ai l'impression qu'il manque une syllabe. La colorisation? Non, ça fait pas. La colorisation c'est bien. Donc j'ai adoré les dessins et la colorisation, j'ai trouvé ça juste sublime. Je vais essayer de vous mettre des petites inserts comme je fais d'habitude pour vous montrer plus en détail, mais trop beau. J'ai vraiment été happée par tout ça et je trouve que le dessin appuie ce côté onirique et ce côté rêve qu'on a tout du long de l'histoire. Je trouve que les dessins apportent une plus-value incroyable à l'histoire et pour moi c'est vraiment le plus de tout ce livre finalement. Je pense que ce livre sans les dessins, donc juste le scénario en roman, ça n'aurait pas du tout été la même. C'est là qu'on voit en fait la pertinence d'un livre graphique ou d'une BD, peu importe comment vous appelez ça, et l'apport supplémentaire qu'il y a à toute cette histoire. Ça a vraiment apporté une poésie incroyable à tout le texte et c'est pertinent de l'avoir fait de par ce médium parce qu'il y a vraiment une plus-value et un ajout à l'histoire qui se fait autrement que par les textes, par les dialogues, etc. Là, pour le coup, mais c'est 100% justifié et je trouve ça trop bien, en fait, qu'il y ait des illustrés qui existent et qui soient comme ça et qui apportent vraiment un autre élément supplémentaire à l'histoire de par le dessin, puisque c'est quand même la base, j'ai envie de vous dire. Et pour le coup, ça m'a vraiment donné le goût des illustrés. Alors, je l'avais déjà avant, j'aime beaucoup ça. Très honnêtement, pour faire une petite parenthèse, c'est plus le coût financier qui me freine un petit peu plus pour les illustrés. Mais là, vraiment, ça m'a redonné le goût de l'illustré. J'ai vraiment envie d'en découvrir plus et je pense que je vais le faire pour tout vous avouer. J'en ai déjà racheté entre temps parce que vraiment, ça m'a lancé dedans et ça m'a vraiment convaincue. Je pense que inconsciemment, dans certains graphiques, il me manquait en fait cette plus-value illustrative. Ça veut rien dire. Il m'a manqué cette plus-value du dessin qui justifie le fait que ce soit un illustré et non un roman. Voilà, donc merci Tillie Walden de me montrer que les illustrés ça peut être trop cool, même si je le savais déjà. Ça m'a vraiment conforté dans mon idée et ça m'a vraiment donné envie d'explorer plus en détail les illustrés que je ne fais pas assez, je trouve. On est passé aux choses sérieuses là. C'est l'interlude. Vous avez vu mon bel éventail? Ouais, je sais plus d'où il vient. Pas de France, c'est tout ce que je me rappelle. Bah, on mange pas l'éventail, voyons. N'empêche que si vous n'avez pas d'éventail chez vous, je jure que c'est un life changer en été. Vous avez le ventilo aussi, je concède. Chacun sa technique. Ah, voilà qui est mieux. Maintenant que je me suis un petit peu rafraîchie, on va continuer avec Archives de l'Exode, qui est le 3e tome de la saga Les Voyageurs de Becky Jumpers. De Becky Jumpers aux éditions La Talente. C'est une lecture où, alors comment vous dire, ça a été un peu compliqué parce que j'avais un emploi du temps nul et ce livre je le lisais en lecture commune avec Lucie. Lucie, je suis mais tellement désolée parce que c'est entièrement ma faute, mais on a tellement traîné à lire ce livre par ma faute parce qu'on n'arrivait pas à se caler un moment pour faire nos lectures ensemble. Du coup ça a été vraiment super chiant parce que je pense que toutes les deux on a eu le même ressenti et putain je vous jure je m'en veux trop parce que ça a perdu un petit peu de sa saveur finalement vu qu'on a mis trop de temps à lire et trop de temps entre les moments où on lisait. Du coup on était moins plongé dedans. Voilà, je referai pas la même erreur, je suis désolée. Pour tout vous dire, je travaille le soir et quand je travaille pas le soir, je danse le soir. Et du coup la journée il faut que je fasse mes autres trucs que j'ai à faire, que je peux pas faire le soir. Et après quand je rentre le soir,
il faut que je mange et après je suis fatiguée et j'aimerais bien ne pas me coucher trop tard parce que après ça me met dans un mauvais cycle et j'ai pas envie de ça pour raconter ma life. Donc du coup je suis coincée et c'est trop chiant. Encore une fois, désolée Lucie, on a dit que le 4 on ferait différemment, on va quand même le lire ensemble parce que elle m'aime encore malgré tout. Mais on le fera différemment et ce sera plus fluide, je nous le souhaite à toutes les deux et moi je vais clairement faire en sorte que ce soit le cas parce que j'ai pas envie d'avoir la faute encore sur moi pour ce 4e tome. Voilà. Donc pour vous parler de ce livre en soi, malgré toutes nos péripéties, ou non péripéties du coup parce qu'il s'est pas passé grand chose en tout temps, malheureusement, ça a été quand même une lecture qui était appréciable. Pour vous dire ce qu'il en est, on va suivre l'humanité qui va quitter la Terre et qui va s'établir dans des vaisseaux qui vont devenir leur Terre entre guillemets à part entière finalement. Et c'est le cas depuis qu'ils ont quitté la Terre, là c'est des années après, donc on va juste voir en fait l'évolution de cette société au sein de ces vaisseaux, comment est-ce que l'humanité fonctionne, quel système ils ont mis en place pour que tout le monde puisse vivre correctement et être nourri à leur faim et pour que tout le monde puisse être logé, etc. Donc c'est une société qui ne fonctionne pas du tout sur les mêmes principes que la nôtre, ce qui n'est clairement pas plus mal, j'ai envie de dire. Et c'est hyper intéressant parce que c'est une société qui fonctionne dans un circuit fermé. Bien évidemment, ils sont sur un vaisseau, donc les ressources ne sont pas inépuisables ni à volonté. Donc ça veut dire qu'ils ont dû trouver des systèmes pour continuer à utiliser ces ressources et à faire en sorte qu'elles soient réutilisables le plus possible et qu'ils puissent juste vivre correctement. Donc, c'est une évidence, mais vous voyez ce qui arrive, ça va nous faire questionner sur, nous, notre monde actuel, comment est-ce qu'on fonctionne, comment est-ce que notre système fonctionne, la perte, entre guillemets, des ressources, le gaspillage, mais aussi la mise à contribution de tous les individus qui constitue la société, la notion de durabilité aussi qui est soulevée dans ce livre. Donc voilà, ça nous questionne sur toutes ces choses-ci qui sont, pour ma part en tout cas, très intéressantes. Et ce qui est chouette, c'est que, encore une fois, on n'est pas fermé sur ces vaisseaux, mais on est ouvert sur l'entièreté du monde. Donc on va avoir une alien, je crois qu'elle est genrée au féminin, il me semble, qui va venir visiter ces vaisseaux, voir comment tout fonctionne. Elle va être accueillie. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans les autres livres, mais ça reste l'idée générale de celui-ci, ce n'est pas manichéen. Donc je dis pas qu'elle va être accueillie à bras ouverts par tout le monde et que ça va être super. Évidemment, il y a des individus qui sont considérés comme conservateurs au sein de ce vaisseau, donc qui dit conservateur dit plutôt fermé sur l'humanité, qui ne souhaite pas voir des aliens visiter et venir sur leur vaisseau, qui ne souhaite pas même voir d'autres humains qui ne font pas partie déjà du vaisseau, investir les lieux et vivre au sein de cette humanité spécifique qui s'appelle l'Exode. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit comment ça s'appelait, mais c'est pour ça que ça s'appelle les archives de l'Exode d'ailleurs. Donc ils s'appellent les Exodiens. Donc ces gens ne souhaitent pas que les humains qui viennent de l'extérieur entre guillemets puissent vivre sur le vaisseau et au sein des Exodiens. Et bien sûr, à côté de ça, il y a des gens qui sont très ouverts d'esprit, qui sont prêts à accueillir les autres, à ouvrir les portes, à voir comment cela fonctionne et pourquoi pas à partager les ressources et pour qui tous ceux qui le souhaitent sont les bienvenus. Ça soulève aussi forcément des questions de tolérance, d'acceptation d'autrui, l'acceptation d'une culture qui n'est pas la nôtre. Et encore une fois, dans les livres de Becky Chambers, je trouve qu'il y a toujours cette morale sous-jacente d'acceptation de l'autre, d'acceptation de toutes les différences qui composent l'entièreté des êtres vivants, puisque là ça va au-delà de l'humanité, mais on peut faire très vite un parallèle avec notre société à nous, qui n'est composée que d'humains, qu'on se dise, bien qu'il y a les animaux aussi. Bref, je m'égare. Dans tous les cas, voilà, c'est toujours, je trouve, cette morale entre guillemets et cette idée sous-jacente d'acceptation de l'autre qui est vraiment poussée, mais toujours de façon très subtile et très bien amenée. Donc on en vient à la conclusion que plutôt que d'exclure ces personnes qui ne nous ressemblent pas, on va chercher à les comprendre et potentiellement les inclure dans notre cercle plutôt que d'en venir au jugement et au rejet de suite. Bon, vous vous rappelez ma vidéo précédente où je vous avais dit que j'avais testé une romance parce que en ce moment j'ai toujours envie de lire de la romance mignonne qui se passe bien et où je trouve ça cool. Je vous avais dit du coup que j'avais testé une romance qui ne l'avait pas fait pour moi et on y est, c'est maintenant. Il s'agit du Bleu de Thémo. Je ne sais plus de qui ni de quelle édition, donc au pire je vous mettrai la petite image juste ici. Je ne l'ai plus en ma possession puisque je l'ai déjà revendu à notre bon vieux Gigi, mais déjà je vais commencer par l'histoire. On va suivre Rachel qui a dû quitter la ville dans laquelle elle vit, mais avant de partir elle va laisser un mot à son meilleur ami dont elle est amoureuse qui s'appelle Henri. Elle va le glisser dans un de ses livres préférés et elle va partir en espérant forcément une réponse de sa part. Réponse qui n'arrivera jamais. Donc elle va juste complètement se braquer et ne plus lui parler pendant 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, elle va être contrainte de retourner dans sa ville natale. Donc elle va être amenée à recroiser Henri. Forcément j'étais hypée sur le moment parce que je vous avais dit, et c'est encore le cas, j'avais envie de petites histoires mimi. Je me suis dit trop bien, c'est grave mignon. En plus, pour vous contextualiser un petit peu plus, l'histoire prend place donc forcément dans la ville, mais on a un perso entre guillemets principal qui est une librairie, puisque dans cette librairie il y a un rayon spécifique qui est un petit peu des livres d'occasion, mais des livres plus qui
comme une passation en fait de livres de main en main. Les gens peuvent annoter à l'intérieur, peuvent laisser des mots, peuvent laisser des lettres, peuvent dessiner dessus, enfin tout ce qu'ils veulent. Et en fait c'est à disposition de tout le monde. Donc j'ai adoré l'idée et franchement très honnêtement j'adore toujours l'idée. Je trouve que c'est un point fort de ce livre. Rien à voir avec la romance du coup, c'est pas grave. Dans tous les cas, j'ai vraiment adoré ce concept. Bref, donc ça m'avait chauffé d'autant plus puisque il y avait cette histoire de livres et de librairie. Et encore une fois, j'aime bien quand il y a une histoire de livre dans un livre que je lis. Une sorte de mise en abîme du livre, je trouve ça toujours chouette. Donc ça m'avait d'autant plus hypé et j'avais d'autant plus envie de lire ce livre. Au final, et bah... Voilà, c'était pas nul, je dis pas, mais c'était vraiment pas ouf non plus quoi. En tout cas pour moi, encore une fois, hein, c'est tout à fait subjectif, mais comme tous les points lecture que je vous fais d'ailleurs. Mais voilà, j'ai été déçue. Et il y a plusieurs points sur lesquels je voudrais revenir. Déjà, on va commencer par les personnages. Pour moi, c'est un point faible du livre, puisque je n'ai pas du tout réussi à m'attacher à pratiquement aucun des persos. Autant vous dire que dans une histoire de romance, je trouve ça compliqué, puisque, alors peut-être que c'est complètement personnel, mais je trouve que dans une romance, les personnages c'est quand même le point central de l'histoire. La mise en place du monde, tout ce qui se passe autour, etc. C'est pas pour ça qu'on lit le roman de base. Donc si les persos ça le fait pas, c'est compliqué déjà d'adhérer à leur histoire. Donc on va commencer par Rachel. Elle a vécu un traumatisme dans sa vie. Je dénigre pas du tout son traumatisme et je pense très honnêtement que ça doit être extrêmement dur. Pour le coup, ça ce n'était pas précisé dans le résumé et je vous avoue que si j'avais lu ça, je pense que je ne l'aurais pas lu parce que j'avais pas envie de ça. Il n'y a pas de trigger hormis si vous-même vous êtes en deuil. Dans ce cas-là, je préfère vous le dire parce que ce n'est pas précisé dans le résumé. Rachel est face à un deuil, je ne dirai pas de qui, je ne pousserai pas plus loin, mais c'est quand même très compliqué pour elle et je comprends tout à fait que ce le soit. Mais pour le coup, moi j'ai envie de légèreté et de choses mimi et des petites querelles mignonnes et qui se fassent des bisous à la fin, donc clairement non. D'autant plus que le fait qu'elle soit endeuillée, elle devient et elle est au début du livre assez exécrable en fait, parce qu'elle est complètement fermée sur elle-même, elle est complètement en recherche d'un avenir possible sans la personne qu'elle a perdue et du coup elle est complètement désemparée et elle est odieuse avec tout le monde parce qu'en plus il y a toute cette histoire passive qu'elle a avec Henri qui ne lui a jamais répondu à sa déclaration d'amour où elle a vraiment mis son cœur entre ses mains, donc je comprends que ce soit pas super simple non plus. Donc voilà, déjà il y a tout ça qui fait que moi perso Rachel, je me suis dit non, du coup. Et le second personnage principal, donc qui est Henri, le meilleur ami de Rachel, lui pour le coup, je suis désolée, mais il était juste ultra chiant parce que le mec il est keblo sur sa go, qui arrête pas de le tège un jour sur deux. Respecte-toi. Genre le mec il ne se respecte pas et il est complètement biaisé par ce soi-disant amour qu'il a alors que... En fait... C'est compliqué parce que vu qu'on sait que c'est une romance, on le sait qu'ils vont finir ensemble, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à quelle heure, mais on le sait. Donc le voir les 3/4 du livre, parce que c'est vraiment plus des 3/4 du livre, keblo sur sa go, on sait très bien, je suis désolée de ce que je veux dire, mais que c'est une grosse connasse, et c'est bon. En fait, je m'attendais à un petit peu plus de build-up entre les deux personnages, à un peu plus de... Vous voyez, de petites on cherche, de découverte l'un de l'autre, de découverte amoureuse. Là, ça... Vu que Henri il est bloqué sur, je sais plus comment s'appelle sa meuf, mais bon bref, du coup on n'a pas tout ça et c'est très soudain finalement le retournement de situation. Et je trouve que ça gâche l'histoire d'amour parce qu'on veut pas de l'autre là, genre elle a rien à faire là. Au début je suis d'accord qu'elle soit là parce que en 3 ans il s'est passé des choses et en plus elle était là avant donc le mec mais putain ça fait 5 ans qu'il est kebo dessus mais gros faut passer à autre chose à un moment donné. Oh là là, c'était long. C'est trop long et c'est trop... Et le pire dans tout ça, c'est que après s'être fait malmener pendant des années, il arrive quand même à prendre des choix de vie qui sont importants, encore en fonction d'elle et en s'oubliant complètement et en ne prenant pas en compte ce que lui, il souhaite au plus profond de lui-même, mais ce qui potentiellement lui pourrait faire plaisir à elle. Oh, je vous jure, ça me rend ouf. Ça m'a saoulée de lire ça et ça m'a saoulée d'être témoin de ça. J'avais pas envie et du coup, ça ne l'a pas fait. Et ça aurait pu être sauvé par les personnages secondaires qui étaient, ma foi, plus chouettes que les deux persos principaux. Mais malheureusement, vu qu'on était concentré sur leur histoire d'amour, ce qui est, là, pour le coup, j'entends logique, les persos secondaires n'ont pas été développés plus que ça. On survole quelques-uns, ce qui peut être un petit peu chouette et ce qui sauve un petit peu, entre guillemets, le livre, j'ai envie de vous dire. Il y a une relation épistolaire qui se crée avec des persos secondaires et tout. Ça, c'est très chouette, mais je trouve ça pas suffisant pour rattraper l'histoire de base qui est censée nous zapper et c'est ça qu'on est censé lire et c'est ça qu'on voulait lire de base et c'est pas le cas. Donc voilà, écoutez, je ne l'ai plus, je l'ai fini parce que j'avais quand même envie de savoir la finalité de la chose et j'étais toujours, je vous le rappelle, dans une recherche de mignonnerie que je n'ai pas eu donc je suis toujours un petit peu frustrée et puis du coup je l'ai terminé et autant vous dire qu'il n'a pas fait long feu chez moi puisque je l'ai revendu de suite. Voilà, entre chaque livre, hein, vraiment, sachez-le.
ce qui se passe. On continue avec Le Pacte des Marches-Ombres de Pierre Bottero, ici donc Elana, le premier tome de cette trilogie, aux éditions Rajo. Alors là pour le coup j'ai vraiment adoré ma lecture, c'est vraiment mon préféré des 4 Bottero que j'ai lus jusqu'à maintenant parce que il a vraiment résonné très fort en moi de par les sujets qui sont abordés. Vraiment ça... je m'y attendais pas du tout pour être honnête, je pensais pas que ça allait autant résonner à ce point, mais tous les sujets qui sont abordés, je relate à 100%, c'est fou. Donc pour l'histoire, on va découvrir juste l'histoire finalement de Elana, depuis qu'elle est toute petite, comment est-ce qu'elle est devenue marche-ombre. Elana, je le rappelle, qu'on retrouve quand elle est adulte, déjà bien établie dans son rôle de marche-ombre dans la quête des Wellan, et déjà bien badass. Donc c'était trop bien de savoir comment est-ce qu'elle est devenue cette femme super forte et trop cool qu'on découvre dans la quête des Wellan. Donc j'étais trop contente de découvrir son histoire et de savoir les genèses un petit peu d'où est-ce qu'elle vient. Ce livre est un parcours initiatique, donc déjà c'était bon coup pour moi, ça ne pouvait que me plaire. J'adore les parcours initiatiques, j'adore l'apprentissage des skills des personnages. Franchement, je pense que c'est toujours ma partie préférée. Les voir galérer, les voir apprendre, les voir tomber pour mieux se relever et mieux évoluer ensuite, j'aime trop. Donc, ça ne pouvait que bien se passer déjà de base. Qui plus est, comme je vous le disais, les sujets soulevés m'ont parlé de fou. On retrouve une quête personnelle avec soi-même, c'est-à-dire se dépasser, chercher le meilleur en nous, mais sans chercher l'excellence pour la reconnaissance, en étant bienveillant avec les autres et en ne se comparant pas, mais plus en se challengeant soi-même pour progresser sur notre chemin à nous, et pas pour dépasser quelqu'un ou être meilleur que tout le monde. C'est aussi suivre son propre chemin en écoutant son cœur et en étant fidèle à ce qu'on veut et à ce qu'on est au plus profond de soi-même, tout en affrontant ses peurs et en allant au devant de l'inconnu. Elana et les sujets qui sont soulevés, c'est aussi ne rien lâcher, parce qu'elle a une détermination qui est juste incroyable. Donc elle ne s'arrête pas au premier obstacle venu et comme je viens de vous le dire, elle est déterminée et elle croit en sa progression, elle croit en sa détermination et elle croit en elle-même. On le voit qu'elle galère et on sent et c'est très bien retranscrit que le chemin est compliqué et que c'est être marchand, c'est pas à la portée de tout le monde, mais elle sait malgré tout que c'est le droit chemin et que c'est son chemin à elle et qu'elle tryhard de ouf pour y arriver et pour suivre son chemin et pour être droite avec elle et pour être en résonance avec qui elle est et ce qu'elle a envie et ce qu'elle ressent et où elle va. Et tout ça en fait, ça résonne vraiment beaucoup en moi parce que c'est un petit peu, pour tout vous dire, ma philosophie de vie. Ça m'a tellement touchée de retrouver toutes ces valeurs au sein d'un même livre et qui plus est d'un jeunesse. Je trouve ça tellement bien que ce soit retranscrit à des jeunes et que des jeunes puissent avoir l'opportunité d'entendre et de conscientiser, peut-être oui ou non, mais en tout cas d'entendre et potentiellement d'intégrer ces valeurs qui sont, je suis pas subjective, mais pour moi c'est les meilleures valeurs qu'on puisse avoir. Donc pour conclure, forcément je me retrouve très fort dans Elana, même si clairement je suis loin d'être aussi badass qu'elle. J'adorerais, qu'on se le dise, j'adorerais faire toutes les choses qu'elle fait, mais malheureusement ce n'est pas le cas. À mon grand désespoir, physiquement ce n'est pas le cas, mais pour le coup mentalement je me retrouve quand même en elle, bien que je pense que je n'ai pas autant de détermination et de force qu'elle, parce que pour moi c'est l'un des persos les plus forts que j'ai eu à lire, mais en tout cas je me suis vraiment retrouvée en elle, je me suis vraiment retrouvée dans ses valeurs et je me suis vraiment identifiée à son parcours et à elle. Donc forcément j'adore tout ce qu'elle représente, j'adore son évolution, j'adore son parcours, j'adore la suivre. Et en plus, ce qui est trop bien, c'est qu'elle arrive à transmettre ses valeurs aux autres, elle arrive à communiquer ce qu'elle est par... c'est même pas qu'elle instaure un discours et qu'elle impose ses valeurs à tout à chacun, c'est parce que la meuf, elle a tellement de charisme que tout le monde l'écoute. C'est trop bien. Mais ça en fait un personnage qui est dingue, je l'aime vraiment beaucoup. Et là, pour le coup, j'arrive après la guerre, mais... Très honnêtement, si j'avais lu ce livre en première partie de l'année, je pense que dans la question du Mid-Year Book Tag Freak Out, ton perso préféré, j'aurais clairement dit Elana parce que je l'adore, mais je l'adore plus. Donc, bien évidemment que j'ai super hâte de continuer et de lire la suite et je pense que vous le verrez passer sous peu parce que je vais pas attendre 1000 ans avant de continuer et de me replonger dans cette histoire et de retrouver Elana que j'affectionne tout particulièrement. Et enfin, je conclue ce point lecture par le dernier livre qui est Astranova de Lisa Blumen aux éditions L'Employé du mois. C'est un graphique que j'ai vu passer sur une chaîne Booktube, mais très honnêtement, je ne me rappelle plus qui, donc je suis sincèrement désolée à la personne qui va avoir passé ce livre. Si vous regardez cette vidéo, je m'excuse, j'aurais aimé vous citer, mais vu que j'ai une mémoire de merde, je ne m'en rappelle pas. Pardon, peut-être que c'est sur la chaîne des Chroniques du Hérisson, mais je suis vraiment pas sûre. Si vous l'avez vu passer au préalable sur une autre chaîne, n'hésitez pas à redonner le crédit à cette personne qui m'a fait découvrir ce livre. Bref, pour l'histoire, on va suivre cette jeune femme qui s'appelle Nova, qui a signé pour une mission de non-retour dans l'espace. Je sais pas si, au vu du temps et comment ça fonctionne, si elle va revenir un jour et que tous les proches qu'elle connaît seront décédés, ou alors si juste elle s'en va et elle ne reviendra plus jamais finalement. On va suivre cette jeune femme donc qui est sur le point de partir, mais dans le protocole de départ, il y a un
un protocole dont elle ne peut pas échapper, qui est le contact de ses proches et une fête d'adieu. Donc on va la voir dans sa solitude parce que c'est quelqu'un de très solitaire. On va la voir être confrontée aux gens qui ont composé son passé. C'est un peu le lien qu'elle a, le lien social qu'elle a avec la Terre. On va la voir être confrontée à cette vie sociale qu'elle n'a plus depuis extrêmement longtemps et on ne sait pas comment est-ce qu'elle va le prendre parce qu'elle a l'air vraiment très déterminée à juste quitter la Terre pour toujours. Comme vous l'avez vu à la taille du livre, et je peux vous montrer un petit peu l'intérieur, c'est un récit qui est vraiment très très court et qui va aborder le rapport aux autres, en gros. Mais vu que c'est très très court, ne vous attendez pas à quelque chose de très poussé. Ce n'est pas le cas. Je pense que ce livre est là pour instaurer un début de réflexion sur cette thématique, plutôt que de poser un vrai argumentaire sur les choses et de développer vraiment cette réflexion-ci à l'intérieur de ce livre. Et très honnêtement, je trouve ça tout aussi appréciable, puisque au fur et à mesure de la lecture, on a l'espace de penser par nous-mêmes. Il y a quand même une prise de position dans ce livre, puisque la fin n'est pas ouverte, il y a une fin concrète, donc forcément l'autrice a pris une position dans cette réflexion, mais tout du long de l'histoire, on a juste des éléments qui nous portent vers des échos de pensée, et c'est pas plus que ça. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais en fait c'est juste des suggestions. Vous voyez, c'est pas une prise de parole directe. Du coup, vu que c'est suggéré, ça nous laisse vraiment la possibilité à nous de réfléchir et de nous questionner pendant qu'on lit. Et encore une fois, je trouve que le graphique appuie très bien ce parti pris, puisque c'est des dessins qui sont, vous voyez, relativement simples et qui nous laissent aussi de l'espace pour nous réfléchir, puisque les dialogues ne sont pas extrêmement poussés et on a beaucoup de contemplation de dessins qui nous laissent le temps de penser par nous-mêmes aussi. Donc en fait, je trouve que c'est un mélange qui est hyper bien fait et j'ai trouvé ça vraiment super. Et je trouve que ce genre de choses, on ne le voit pas souvent finalement dans les livres, que ce soit illustré ou roman. En tout cas, moi personnellement, dans les lectures que je fais, ce n'est pas le cas. Alors peut-être que c'est des choix qui sont inconscients, je sais pas, mais généralement les livres que je lis, il y a une vraie prise de position. Je suis en fait le flot de pensée de quelqu'un et l'argumentaire entre guillemets de quelqu'un, plutôt que des suggestions qui font que moi je me pose des questions et j'apporte mon propre argumentaire sur la lecture que je suis en train de faire. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était une expérience qui était très appréciable. Et je rajouterais juste que les dessins sont aussi très beaux. Je sais pas si c'est de l'aquarelle ou du pastel, en tout cas c'est très doux. De toute façon, je pense que vous le voyez un petit peu à la couverture. On est sur des dessins qui sont très doux, une colorisation qui est très douce. Et encore une fois, je trouve que c'est une plus-value et un ajout supplémentaire à la réflexion, puisque les dessins ne sont pas criards, comme si on se laissait porter par tout le récit en fait. Et on se laissait porter sur des suggestions et hop, ça nous emmène quelque part. Et je trouve que les dessins appuient tout ça. Vous voyez, c'est très onirique, très... je sais pas ce que je fais avec mes petites vagues là, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et il y a une dernière chose que j'ai relevée qui était, je trouve, intéressante, c'est qu'on a une métaphore de tout ça via un mythe viking qui apporte une petite poésie en plus, mais qui est toujours disséminée dans le récit, qui n'est pas imposé à nous. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien, c'est juste une image et on le prend comme on veut finalement. Et j'ai trouvé ça très intelligent de poser cette métaphore-ci tout du long du livre, qui revient de temps à autre entre différents textes et dialogues du présent, entre guillemets, qui fait un petit peu référence à son monde imaginaire. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai trouvé ça super chouette. Je comprends que ce soit pas du goût de tout le monde parce que, comme je vous le disais, il y a certaines personnes que ça ne convient pas, cette liberté de penser. Juste, ils recherchent autre chose dans leur livre, ce que je comprends tout à fait. En tout cas, sachez que si ce livre vous intéresse, au moins vous saurez ce qu'il en est. Voilà. Mon éventail et moi-même, nous en avons terminé avec ce point lecture de juillet. J'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des lectures qui vous tentent et que je vous ai donné envie d'aller découvrir certains livres, faites-moi part s'il vous plaît. Je suis curieuse de savoir si j'ai attisé un petit peu votre envie de lecture. Je pense que j'ai rien d'autre à ajouter. Je vais pas m'éparpiller plus qu'il n'en faut. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter d'excellentes lectures et puis on se dit à très bientôt. Bisous!